Ok, j'ai lu vos commentaires de la dernière fois, j'ai l'impression que ce sont les longs formats qui vous plaisent davantage. Pour celle-ci, vous le voyez, il n'y a pas 30 titres, mais elle dure déjà 3/4 d'heure. On va continuer de peaufiner le format ensemble, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai vu aussi que vous vouliez que je rentre un peu plus dans les détails des scénarios. J'avoue que c'est pas facile en 3 minutes, mais désormais, j'hésiterai pas à spoiler un peu plus. Commençons de suite avec Tyrant of the Tower, recommandé par AK1742. Bon, j'avoue que quand j'ai lu stratégie militaire, ça m'a un peu hype. Malheureusement, on parle d'une réincarnation dans un jeu vidéo, donc les fans de Kingdom, vous pouvez vous rasseoir. Finalement, au début, j'étais un poil déçu, sauf qu'il s'agit d'un jeu de tower défense, un genre que j'aime beaucoup, donc finalement ça va. On suit un jeune streamer particulièrement fort dans un seul titre, protéger l'Empire. On le voit sauter de joie quand il arrive enfin à la victoire alors que personne n'a réussi en 10 ans. Si vous connaissez un peu ce genre de webtoon, vous vous doutez de la suite. Le jeu vidéo est en fait un monde réel dans lequel notre jeune adolescent va se réincarner en tant que Sa Majesté Ash Everblack qui doit défendre son fort face à une horde d'ennemis. Et malheureusement, la difficulté qu'il a mis des années à franchir se retrouve également dans cet isekai, puisqu'a priori la situation semble sans espoir. Des hordes d'araignées gigantesques ont déjà pris d'assaut les murs de la forteresse, et si notre héros ne meurt pas dès son arrivée, il le doit à l'armée ennemie qui se retire pour la journée. Pourtant, contrairement à ce qu'il faisait jusqu'à maintenant, notre protagoniste n'a plus le droit à l'erreur. Non seulement pour lui la défaite signifie la mort, mais on peut aussi dire ça pour ses compagnons. Lucas, Lily, Ken, Damien, les premiers personnages secondaires introduits qu'il pouvait se permettre de perdre avant sont maintenant de réelles personnes qu'on n'a pas envie de voir disparaître. Qu'à cela ne tienne, à problème extrême, solution extrême. Ash ordonne au gros chevalier en armure de s'introduire discrètement dans les rangs ennemis, la magicienne ira au front servir de bouclier, et Damien le guérisseur deviendra la clé pour abattre le boss. Face à ses serviteurs bouche bée, notre protagoniste révèle son plan. Son équipe dispose en fait de compétences cachées qu'il a découvertes lors de longues sessions de Die and Retry. Je dois avouer que ce genre de ressort scénaristique ne me fait plus beaucoup d'effet. Impossible de ne pas penser à la plot armor dans ce genre de titre. Néanmoins, Tyrant of the Tower nous montre quand même une solution peu enviable. À la fin de la bataille, Lily n'arrive plus à marcher et Ken n'est pas revenu de sa mission. Ash Everblack va donc devoir vivre avec ce résultat sur la conscience et continuer à défendre cette forteresse. Malheureusement, les araignées servaient de tutoriel dans notre monde et on passe au véritable jeu. Même si habituellement je ne suis jamais fan d'œuvres qui imitent un jeu vidéo, je dois dire qu'ici j'ai un peu pris mon pied. En fait, quand notre héros ne tire pas au canon sur une horde de monstres, il doit préparer la défense de la prochaine vague. Recrutement de personnages, gestion de l'économie et surtout récupération d'équipements rares. Et oui, comme si un seul gameplay ne suffisait pas, la nuit nos héros peuvent attaquer un donjon afin de récupérer du loot. Et mine de rien, alors que ça fait des semaines que j'ai lu le webtoon, écrire ce script m'a redonné envie de jeter un œil à ce qu'il se passe. Je ne dirais pas qu'on se trouve face à un renversement du genre, mais j'ai presque regretté de ne pas pouvoir jouer à un jeu similaire à l'histoire. À la deuxième vague d'ennemis par exemple, notre protagoniste utilise une tactique très connue dans ce genre, une killbox, un endroit où l'on force les envahisseurs à aller pour ensuite les mitrailler de tous les côtés possibles. Enfin bref, je n'ai fini qu'une 50aine de chapitres pour ne pas perdre de temps, mais ça me donne envie de le lire en off, et j'espère qu'à vous aussi. Merci pour la recommandation. 5 Minutes Forward, recommandé par Feu Jean-Sébastien 4216. Celui-ci est plutôt facile à résumer et à teaser. On suit Yamato, son frère jumeau et leur ami d'enfance. Quand on voit les scènes du début, ça ressemble à un triangle amoureux avec le protagoniste qui se compare à ses amis sportifs ou intelligents. Tout cela change lorsqu'il tombe sur un étrange diseur de bonne aventure. Son histoire tient pas vraiment la route, mais notre protagoniste se laisse tenter. Apparemment, il va arriver dans le futur à un moment random et pourra revenir quand il voudra. Il prononce une formule magique et rien n'a l'air d'avoir changé. Il rejoint ses amis et d'un coup, il tombe sur une grosse statue de Bouddha. Tout d'un coup, les rues sont bondées de ces statues qui font un ravage sur leur passage. Notre trio arrive à fuir et à prendre de la hauteur, mais ça ne suffit pas. Yamato panique, mais il sait qu'il peut retourner dans le passé. Il compare un téléphone à sa montre pour estimer la différence, sauf que les deux appareils affichent 17 mars 2018. 18h31 sur l'écran et 18h26 sur la montre, 5 minutes de différence. Notre héros n'a fait un bond dans le futur que de 5 minutes, fin du premier chapitre. Comme souvent, spoiler plus loin vous ruinerez le plaisir de la lecture, surtout dans une œuvre basée sur le mystère. Je peux juste vous dire qu'ensuite, les premiers chapitres nous montrent dans quelle merde nos héros sont. Ça ne servirait à rien de retourner dans le passé maintenant, donc Yamato reste dans ce monde pour chercher des indices. Malheureusement, leur survie va se jouer à un fil à chaque seconde et beaucoup de gens vont tomber en tentant d'avancer. Même lorsque rapidement notre protagoniste trouve une possibilité de contre-attaquer, la menace semble juste insurmontable. Les massacres du début peuvent à peine rivaliser ce qui se trame. D'ailleurs, ayant lu pas mal de titres avec l'humanité en danger, je dois dire que j'aime beaucoup le design de la menace cette fois-ci. Les ennemis ne se ressemblent pas tous et les statues de Bouddha inspirent non seulement la menace, mais surtout le mystère. Qu'est-ce qu'il se passe et comment les choses ont-elles pu autant dégénérer en 5 minutes? Si le plot du début attire votre attention, je vous conseille de mettre en pause la vidéo ou de passer au manga d'après. Et oui, je peux faire de mon mieux pour vous donner envie de lire, mais ce ne serait que mentir si je ne mentionnais pas les défauts de l'œuvre. C'est bien connu, plus un mystère attire l'attention, plus un problème semble incompréhensible, plus c'est dur pour les auteurs d'arriver à une solution satisfaisante. Je suis sûr que vous connaissez plein d'exemples vous-même. Et bah pour Kagami no Kuni no Sodo, la conclusion ne casse
casse pas forcément 3 pattes à un canard. Pourtant, l'action et la tension sont au rendez-vous pendant la majorité de l'œuvre. Mais faut bien un truc qui tienne la route pour que Yamato puisse sauver le monde en 5 minutes seulement, et je suis pas fan. Heureusement, le titre se lit vite, seulement 7 volumes, et il y a juste les derniers chapitres qui peuvent laisser sur la fin. L'auteur a plutôt bien rythmé le reste, donc il n'y a pas de raison de passer à côté s'il vous a tapé dans l'œil. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié jusqu'au volume 5 avant que le mystère ne se dévoile. Merci pour la recommandation. Shojin X recommandé par Kuro Emiren, Ramoli6452 et Gaëtan5657. Tout d'abord, il faut savoir que Shojin X il est écrit et illustré par Sui Ishida, connu pour Tokyo Ghoul. On parle donc d'un auteur avec beaucoup d'expérience et probablement une idée précise de ce qu'il veut faire. Et après avoir lu quelques volumes, comme tout le temps, j'ai commencé à chercher une musique qui irait bien avec l'ambiance générale du titre. La description Wikipédia raconte « Deux amis très différents font la rencontre d'un Shojin, un humain aux capacités surnaturelles. N'ayant aucun autre moyen de s'échapper, ils prennent la décision de devenir eux-mêmes des Shojin. » Sauf qu'après avoir lu ça, vous remarquerez qu'à côté du genre action, on lui a collé aussi horreur. Certains ne comprendront pas pourquoi, mais moi je trouve ça plutôt adapté, et j'ai donc choisi cette musique. Tout commence avec l'introduction d'Azuma et Tokyo qui veulent jouer les héros, avec le cliché de la jeune femme qui se fait emmerder. Et si d'habitude une bonne raclée suffit, là, les dégâts sont beaucoup plus violents que d'habitude. D'un cliché à un autre, cette brute va revenir à la charge pour prendre sa revanche, mais cette fois quelqu'un l'a transformée en Shojin. D'un côté, on voit son pouvoir clairement ridicule et parfait point figurant, et d'un autre, ça ne lui empêche pas, dans la folie, d'éliminer ses propres amis. On suit alors le synopsis et nos amis décident de s'injecter le produit utilisé pour eux-mêmes devenir des Shojin. Et déjà que des seringues dans une telle œuvre, c'est clairement un choix anticipé, mais en plus, regardez-moi en quoi se transforme Tokyo. Et ça les gars, c'est l'inexplicable ambiance que crée Shojin X. Aussi étrange que ça paraisse, Sui Ishida a décidé de faire une œuvre traitant d'adolescents au super pouvoir, dirigée vers un public mature. Au chapitre 2, on nous introduit un antagoniste. Avec la tête d'un salarié fatigué en costume, on dirait qu'il sert plus à introduire un héros qu'à servir de menace. Surtout qu'il perd un argumentaire oral avec une gosse qui justement va devenir une personnage principal. Et alors qu'on dirait le mec dans Pokémon, son premier crime qu'on voit, c'est ça. Et pourtant, on va suivre les aventures d'Azuma, Tokyo et Ellie, la gosse, qui vont attirer l'attention d'une organisation de justiciers. Ils vont rencontrer leur sympa, ils vont arrêter leur premier méchant qui est pas vraiment un méchant, on a même un développement de personnages sympas où les deux héros s'envient l'un l'autre. Azuma, comme on l'a vu, a tout d'un héros, mais c'est Tokyo, le mec reclus, qui développe son pouvoir en premier, et une rivalité bien shonen va s'installer. Sauf qu'entre toutes ces aventures bien gentilles, bien bon enfant sur le papier, on a des moments comme celui où Azuma révèle son pouvoir. Vous vous souvenez de son coup de pied à déloger les os? Quand il prend son apparence de Shojin, oui, ça, son pied, il le met à travers la colonne vertébrale. Sérieusement, on va suivre un scénario et des thèmes vus et revus dans les shonen, sauf que Sui Ishida a décidé de rendre tout ça glauque et gore. Et ça marche, hein, c'est pas une mauvaise parodie ou quoi, mais avec son style artistique, les enjeux montrés, les designs des gentils et des méchants, on entre dans une histoire tellement plus intense que d'habitude et ça la rend d'autant plus addictive. Je pourrais vous raconter davantage l'histoire, mais ce sont des trucs que vous connaissez. Le collègue qui vit pour sa vengeance, le camp des méchants contre le camp des gentils, une histoire d'élus surpuissants, mais tout ça est enveloppé d'une ambiance que vous n'avez jamais connue et qui mérite clairement le tag horreur. Merci pour la recommandation. The Horizon recommandé par tout ce monde. C'est probablement l'un des titres les plus mentionnés et je sais pas si j'en suis content au final. Parce que vraiment, celui-là, c'était le plus dur à lire. Il y en a pas beaucoup qui me font sentir vide après les avoir lus, surtout quand je les enchaîne, mais lui, il m'a vraiment marqué. Sans grande surprise, on va pas beaucoup rigoler parce que The Horizon est dur, vraiment dur. Elle se tenait encore à ses côtés il y a quelques instants à peine, mais elle gisait désormais sans vie sur le sol. Pour le garçon, c'était comme si sa vie touchait à sa fin, et que son monde s'écroulait. Il se leva et commença à marcher. Pas après pas, il bougea son pied gauche, puis le droit.
Et le garçon avança. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Et puis un matin, ce manhwa est vraiment très court et je risque trop de vous spoiler en vous racontant plus. Vous ne devriez pas le lire si vous vous attendez à quelque chose que vous connaissez. The Horizon a un message à faire passer, tout le reste est secondaire. Finalement, l'histoire se lit bien, elle accroche pas mal mais c'est difficilement satisfaisant de la terminer. Parfois, un scénario ne respecte pas tes attentes de lecteur. Tu n'es pas content de ce qui se passe, tu aurais préféré une autre fin, tu cherches un sens à pourquoi l'auteur a fait ce choix. Parce que parfois, le sens se trouve ailleurs. C'est trop simple de dire à quelqu'un de garder espoir. Beaucoup trop d'œuvres finissent par une fin heureuse censée faire oublier toutes les souffrances d'avant. Sauf que la réalité n'est pas si rose. Même quand tu n'as rien fait de mal, même quand tu fais tout ton possible, il peut ne jamais rien t'arriver de bien. Et surtout, certains événements peuvent te blesser, te marquer au point où tu finis incapable de te relever. Personne ne veut l'entendre, on n'aime pas en parler, mais qui irait me contredire? Donc, pourquoi garder espoir? Je ne suis pas du genre à blâmer ceux qui ont abandonné, ceux qui ont baissé les bras. Qui suis-je pour juger des souffrances que tu endures? La vie, parfois, ne laisse aucun répit. Mais il se peut qu'au fond de toi, il existe quelque chose. Un vague sentiment que toi-même tu ne connais pas, mais qui, tous les jours, te pousse à avancer. À bouger le pied de gauche, puis celui de droite, pour finalement se diriger vers un jour nouveau. Merci pour la recommandation. Honnêtement, dans ce genre d'œuvre, c'est difficile de se prononcer à la fin. Tout ce que tu peux dire, c'est « ça m'a marqué » et « je m'en souviendrai longtemps ». Tower Dungeon recommandé par Samurai82635. Alors Tower Dungeon, je l'adore non seulement parce que c'est génial, mais surtout parce que c'est la preuve qu'on peut faire une histoire intéressante avec des prémices vues et revues. Sans rire, quand j'ai vu la couverture et le titre, j'ai vraiment eu peur de me retrouver avec un truc générique dont je critiquerai les clichés dans une vidéo sur les isekai. Non mais sérieusement, si je vous dis qu'on suit un héros qui n'a rien pour lui à part une grande force physique qui va s'avérer devenir la clé pour escalader une tour abritant de nombreux dangers, on dirait qu'on peut pas faire plus cliché que ça, non? Eh bah non, Tower Dungeon est passionnant et il faut pas plus de quelques pages pour s'en rendre compte. Comme je disais, on suit Yuva, un paysan pauvre forcé à aller à la tour des dragons. Sur le chemin, les blessés jonchent le passage, et même la garde royale a pas le mine. Tout le monde remarque alors la force de notre héros, et on lui donne donc une mission. Porter 2 tonneaux de sel, faiblesse du prochain boss. Avec 3 soldats vêtus de noir, Yuva monte cette tour gigantesque. Un tas de formes humanoïdes attire son attention, mais on lui dit seulement que ces gens ne sont pas en vie et le groupe continue de grimper. Tout à coup, l'escouade tombe sur des morts-vivants qui les encerclent. Les soldats prennent position, et en un instant, l'ennemi est abattu. Plus loin, un être en armure bloque le chemin. Alors que l'homme à la hallebarde brise le bouclier, l'archer tire dans l'œil et le dernier achève le monstre. Il ne faut pas se tromper, les personnages secondaires ne servent pas de figuration, ils sont forts. La garde royale porte bien son nom et Yuva ne peut qu'observer la puissance de ses nouveaux alliés. Néanmoins, il reste humain. Un temps d'inattention et l'un d'eux prend une flèche d'un arbalétrier caché. Heureusement, on arrive à arrêter le saignement, mais c'est avec un homme en moins qu'on arrive au 50e niveau. Si l'apparence du monstre loin de l'heroic fantasy attire l'œil, on note également le nombre de cadavres et de crânes autour, reste de la précédente expédition. Ces membres d'élite qu'on suit sont les survivants d'une première attaque et viennent prendre leur revanche avant l'arrivée des renforts. Sauf que ce monstre n'a pas fait autant de victimes pour rien, et son mucus a vite raison de l'équipe. Intervient alors Yuva. Il saute avec le sel sur le mucigène et le plan fonctionne, son mucus se liquéfie. Le bras cassé, Yuva prend une épée, s'approche et quelqu'un l'interrompt. Le maître de la tour apparaît, tenant avec lui la princesse du royaume. Mais ces menaces sont vaines. Son Altesse ordonne à notre héros d'accomplir ce devoir et ce dernier achève le monstre et termine officiellement le 50e niveau. L'antagoniste disparaît alors en donnant rendez-vous au sommet de la tour, au 100e étage. Et le chapitre 1 se termine. C'est comme ça que j'imagine une véritable œuvre sur la grimpée d'une tour à conquérir. Des dangers au moindre recoin et un héros qui malgré sa spécificité ne sert à rien sans de vrais combattants expérimentés. En plus, on sent que la tour peut tout abriter, mais qu'elle ne résulte pas d'une quelconque volonté divine mon cul. Peu importe l'être qui tenait la princesse, on peut le tuer, et c'est bien ce que compte faire notre équipe.
Honnêtement, ça ne m'a pas étonné quand j'ai appris que l'auteur était un vétéran du manga. On connaît Nihei Tsutomu pour beaucoup de choses, mais Blame se trouve en haut du classement. Bien que je ne l'ai pas encore lu, même moi je sais qu'on a affaire à un maître du world building, et ça se voit. Comme je disais, même avec beaucoup de clichés de départ, sans compter Lily Sen, la mage Tunzere et une certaine révélation plus tard, Nihei Tsutomu arrive à nous passionner en quelques pages. En plus, bien que sa plume reste impressionnante, elle ne plaira pas à tout le monde. Donc si ce manga est aussi génial, c'est uniquement grâce à ce talent de l'auteur à raconter une histoire. Un titre capable de réinventer les codes d'un genre, voilà ce que signifie Tower Dungeon à mes yeux, et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Merci pour la recommandation. Hero Killer recommandé par Kuroe Miren. Wait, mais mon gars Kuroe, t'es saucé dans cette vidéo en fait. Puisque je me concentre à 100% sur les titres qui reviennent souvent et sur ce qui me donne envie, quelqu'un peut revenir 2 fois dans la vidéo, mais 3 c'est rare. Alors là aussi, je n'ai pas tout lu, je me suis arrêté après 90 chapitres et j'ai l'impression qu'un truc intéressant m'attendait juste après. Cette série nous amène dans un monde avec des super pouvoirs. Une organisation s'est créée pour les réunir et faire régner la justice sous l'appellation de héros. Malheureusement, le temps passe et ceux avec un don commencent à se sentir intouchables. Dans le tout premier chapitre, Jade intervient lors d'une prise d'otage massive. Son hyper vitesse lui permet d'esquiver la moindre balle, au point où la seule chose qui l'amuse un peu, c'est de tuer tout le monde, otages inclus. Dans cette société où le puissant peut agir en toute impunité, une jeune femme arrive et ne cherche qu'une seule chose, la vengeance. Bon, des histoires de vengeance dans une société de super-héros, en 2026, il en faut plus que ça pour attirer votre attention. La spécificité de cette série, tout d'abord, c'est l'héroïne. Seulement nommée tueuse de héros, sa capacité peut voler celle des autres. Si en soi on connaît ça, il faut oser la donner à un protagoniste. Parce que la jeune femme va non seulement voler de multiples dons, mais certains très puissants et variés. Tout ça pourrait causer d'impressionnants problèmes d'équilibrage et de cohérence, mais pour l'instant, tout tient la route. Oui, la tueuse de héros va devenir très forte, très vite, mais plein de monde sont plus que capables de lui tenir tête. J'aime d'ailleurs énormément les plafonds de puissance que l'auteur a fixés. On constate une vraie différence entre les héros moyens et les personnages les plus puissants de cet univers. Et alors que j'ai pas lu la moitié des chapitres disponibles, il y a certains combats immensément épiques entre des personnages secondaires. Je ne sais pas à quel point ça continue comme ça, mais si on arrive à garder de la cohérence avec les curseurs à fond, je dis oui. Surtout que l'épicness ne se résume pas seulement au combat. On sent que la société tourne depuis longtemps autour des super-héros. Plusieurs organisations existent depuis des lustres et beaucoup de choses vont changer lorsque notre héroïne va mettre un pied dans la fourmilière. Honnêtement, si je dois nommer un point fort de cette série, c'est bien son histoire. Si dans les premiers chapitres, notre protagoniste continue sa chasse à l'homme de manière classique, une organisation va la repérer et compte l'utiliser contre le clan des héros. Sans même qu'on puisse s'ennuyer, le webtoon passe d'une traque individuelle à des combats en équipe avec une dizaine de super-pouvoirs impliqués. Ensuite, lorsqu'on trouve des indices concernant la vengeance de la jeune femme, on passe à un nouvel arc narratif. Elle doit maintenant s'introduire chez l'ennemi pour trouver des informations. Honnêtement, le worldbuilding semble prometteur et bien plus profond que dans d'autres œuvres du même genre. Comme je disais, on ne parle pas juste d'une guerre entre les gentils et les méchants inversés. Les nouveaux alliés de notre protagoniste n'ont pas révélé tous leurs objectifs, et surtout, beaucoup d'autres veulent renverser cette société. Aussi difficile que ça doit être à écrire, l'auteur nous prépare de véritables guerres à grande échelle avec des douzaines de personnages à leur super pouvoir. J'aime d'ailleurs aussi le fait qu'on ne voit pas que de simples capacités. On parle pas juste de gens qui lancent du feu, de la glace ou du vent. Non, un personnage hyper secondaire pouvait par exemple retirer l'essence de son adversaire. Il y a des capacités vraiment classe et quand on mêle ça avec le don de notre héroïne, ça peut vite devenir n'importe quoi. Même si la série présente quand même plusieurs défauts, je suis pas fan de l'écriture de la protagoniste par exemple, et le scénario part suffisamment loin pour qu'on suive l'œuvre juste pour voir évoluer la situation d'ensemble. Merci pour la recommandation. Grand Blue recommandé par Tous Beau Monde. Alors vraiment, est-ce que ça sert à quelque chose de parler de Grand Blue en 2026 ? La deuxième saison de l'anime est sortie, on a annoncé la troisième, sur YouTube on voit aussi pas mal de vidéos à ce sujet, et honnêtement je lisais déjà Grand Blue bien avant de créer ma chaîne. Pour moi on parle clairement d'un truc mainstream, y a qu'à voir le nombre de gens qui me l'ont recommandé. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, Grand Blue c'est une comédie slice of life mais pas que. Aux premières pages on rencontre Iori, notre protagoniste. Pour se rapprocher de ses études, il va loger chez son oncle qui tient une boutique de plongée. En première année d'université, il s'est éloigné du foyer familial pour suivre son propre chemin et commencer une nouvelle vie. D'un coup, notre héros fait la rencontre des habitués de la boutique, dont 2 seniors de son école, qui sont plus que contents de fêter son arrivée. On commence alors à comprendre dans quoi on se plonge avec ce manga, même si notre protagoniste le dit clairement.
Enfin bref, passons rapidement certains événements, sinon on n'a pas fini. Avec une telle soirée, la rentrée du lendemain se passe plutôt mal. Et à la suite de quelques autres aventures extrêmement drôles, on va faire la rencontre de Koe et nos deux jeunes hommes vont se voir obligés d'intégrer le club de plongée. Malheureusement, notre héros ne sait pas nager, et même si l'on apprend que ce n'est pas forcément nécessaire, il faut au moins s'habituer à l'eau. Après plusieurs techniques plus ou moins efficaces, on l'amène dans un aquarium pour qu'il découvre le monde sous-marin. Vous l'aurez compris, Grand Blue c'est non seulement le quotidien absurde et hilarant d'Iori qui va s'impliquer dans les pires combines, mais c'est aussi une vie étudiante qui va tourner autour d'une nouvelle passion, la plongée. Avec le club, Chika, Nanaka, Kore et d'autres personnages plus tard, leurs interactions créeront les situations les plus loufoques possibles. Tout ce qui pourrait mal tourner va merder et Iori se trouvera toujours en première ligne des conséquences. Difficile de vous transmettre l'hilarité de la série, mais j'espère que vous comprendrez à quel point ce manga fait rire. Non seulement les situations deviennent rapidement absurdes, mais en plus chaque perso réagit de la meilleure manière possible à chaque fois. Entre le mépris de Chika, l'amour de Nanaka et la passion de Koe, l'alchimie est parfaite à chaque fois. Les malentendus s'empileront et pour résoudre tout ça, rien de mieux qu'un thé oolong à la vodka et au whisky. Sérieusement, il y a eu une époque où je relisais Grand Blue quand j'avais du temps libre. J'adore l'humour absurde du manga, mais pas que. Comme vous l'avez vu, l'histoire suit un fil rouge, la plongée. Entre deux blagues, on apprend comment fonctionne ce hobby qui doit en passionner beaucoup. Et mine de rien, chaque personnage est attachant à sa manière, et je me régale à juste suivre leur quotidien. Sans oublier que tout ça s'accompagne d'un dessin sans pareil et d'un chara-design qui plaira à beaucoup, j'en suis sûr. Honnêtement, je vais pas m'éterniser, je pense que beaucoup d'autres en parleront bien mieux que moi. C'était pas vraiment une recommandation puisque je l'avais déjà lu, mais ça m'a fait plaisir d'en parler. Make the Exorcist Fall in Love Again, recommandé par Marteau de Guerre 94, Shadow 254 et Red Tuto 5278. Dans ton commentaire, Red Tuto, tu disais que ce manga est sous-coté, et pas mal de gens s'accordent avec toi. Mais j'avoue qu'avec un titre pareil, j'avais du mal à vous croire. Pourtant, après l'avoir lu, je ne peux que vous rejoindre là-dessus. Ça m'étonne même de ne pas en avoir entendu parler. Malgré son titre, son style graphique et sa couverture, sachez que ce manga est gore, et on le comprend dès le premier chapitre. Comme vous le voyez, on suit un enfant. Difficile d'estimer son âge, et je crois qu'on ne mentionne pas son nom, on l'appelle juste le garçon. Par contre, on sait qu'il incarne l'espoir de l'humanité, littéralement. La puissance de ce garçon fait de lui l'exorciste le plus puissant, capable de défaire les démons et la menace la plus terrible, Satan. D'ailleurs, le premier démon qu'on voit, une succube, ne fait pas trop menace, mais c'est une ruse. De suite après sa défaite, une gamine se révèle et attaque notre duo dans une explosion de chair. Cela ne suffit pas, mais un nouvel adversaire apparaît. Le ventre de la succube gonfle, se fend, et l'un des 7 princes de l'enfer, Asmodée, émerge. Avec une telle menace, même le maître de notre héros ne peut rien faire, et notre garçon doit déjà se confronter à un subordonné direct de Satan. Malgré ce qu'on pourrait croire, la luxure d'Asmodée affecte efficacement notre jeune adolescent, et son esprit se corrompt vite. Heureusement, on connaît tous l'opposé du plaisir, et notre protagoniste bien plus que nous. Dans une dévotion proche du lavage du cerveau, le garçon s'arrache un œil et implore l'enchaînement de son adversaire. D'après la Bible, Asmodée redoute l'archange Gabriel, une puissance surhumaine invoquée sans le moindre problème qui renvoie la créature dans sa dimension. Ne l'oubliez pas, ce manga raconte avant tout le combat du plus puissant exorciste contre les forces du mal. Vous le verrez rapidement, si on l'appelle l'espoir, on pèse nos mots. Aucun humain ne rivalise avec lui, vous avez vu que même son maître ne pouvait rien faire. Malheureusement, toute cette force n'appartient qu'à un adolescent à qui on a inculqué la Bible par la douleur. Notre script ne va pas se concentrer sur sa progression, mais sur sa stabilité. Et là, le titre de l'œuvre intervient. Ce jeune curé va découvrir qu'il doit protéger quelqu'un de Satan. Une femme nommée Imuri Yatsuki qui risque de perturber bien plus notre héros que les misérables sbires que l'exorciste peut anéantir d'un geste de la main. Bon, même si j'apprécie pas forcément les aspects romantiques de cette œuvre, ils servent quand même l'histoire. N'allez pas vous imaginer qu'on suit le camp des gentils contre le camp des méchants. Là, c'est les démons contre le jeune curé. Lui seul peut sauver sa race, mais donc évidemment, il peut également la condamner. Pourtant, on parle d'un garçon tout ce qu'il y a de plus normal, à part pour ses pouvoirs. Il va découvrir le charme d'Imuri, il va découvrir la force de ses adversaires, mais surtout, il va découvrir les travers de l'humanité. Si Asmodée représentait la luxure, les autres princes de l'enfer prennent les autres péchés capitaux, des notions humaines. Si on se trouve au bord de l'extinction dans le manga, c'est aussi notre faute, car nos vices alimentent nos ennemis mortels. Beaucoup de questions vont se poser dans votre esprit, mais la première porte sur le sort de ce monde. Comment tout ça va finir? Est-ce qu'il y a seulement une bonne fin? Et surtout, qui va nous empêcher vraiment de l'atteindre? Si vous n'avez pas peur de la violence et du gore que ce titre propose, alors plongez-vous dans cette histoire d'amour entre l'homme et ses démons. Merci pour la recommandation.
Elexid recommandé par tout ce beau monde. Je suis très content de cette recommandation parce que je trouve rarement des manhwa ou des webtoons que j'aime assez pour les lire plus que nécessaire. Alors, je suis pas à jour des 300 chapitres et quelques, mais j'en ai lu bien 200. Elexid, que j'espère bien prononcer, raconte simplement l'histoire de Jiwoo qui va rencontrer Kaiden, un combattant légendaire qui, pour plusieurs raisons, s'est transformé en chat. Grâce à lui, il va découvrir qu'il possède un pouvoir qui fait de lui un éveillé, et tout son quotidien va se chambouler quand il va découvrir une société entière de surhommes. Après cette découverte, Jiwoo trouve enfin un but dans la vie, il veut devenir un éveillé puissant. Pendant plusieurs péripéties, il va faire la rencontre de Woo-in, Jisuk et Sobin. Au début, ils représenteront des adversaires, puis des rivaux et enfin des amis. Grâce à son entourage et surtout son professeur, notre héros va rapidement atteindre un haut niveau, ce qui va attirer l'attention de plusieurs organisations. Chinois, l'Union, Baidu, de grosses organisations de Corée s'intéressent à lui, ce qui ne sera pas toujours positif. Au début, on assistera à de gentils entraînements avec des jeunes de son âge, mais cela va vite tirer avec des guerres de pouvoir où Kaiden, son maître, va devoir intervenir. Tel un excellent shonen, Elexid vous donne envie de continuer grâce à son scénario et ses personnages. Pas de temps à perdre, après avoir affronté les éveillés de son lycée, notre protagoniste fera vite la rencontre des meilleurs combattants de Corée. Puis, une fois au sommet, le monde s'ouvrira à lui. Les meilleurs lycéens internationaux seront prêts à relever le défi et derrière, leurs supérieurs, leurs maîtres, leurs parents surveillent de près la situation. On passe rapidement les différents paliers d'épicness sans qu'on puisse s'ennuyer. Mais ce que j'ai préféré, ce sont les personnages. Notre protagoniste fait un peu le héros tout gentil, tout mignon, qui ne veut faire de mal à personne. Un peu ennuyé sur les bords, mais au moins il nous fait penser à Lee Shin-woo de The Breaker, et dans les deux cas, on a un professeur qui pardonne peu ceux qui osent blesser leur apprenti. Woo-in prend le rôle du mec silencieux et loyal, mais c'est surtout Jisuk mon préféré. Au début, il sert d'adversaire un poil arrogant, mais après, son tempérament explosif fait mouche quand il s'agira de remettre certaines personnes à leur place. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on découvre après avoir rencontré Sobin qu'elle et lui sont d'énormes trolls. Si la force de Jiwoo crée déjà des étincelles de conflit, son ami n'hésite pas à mettre de l'huile sur le feu, et je trouve ça très drôle. Finalement, j'ai lu Elexid pas pour suivre Jiwoo, mais plutôt pour voir la société autour de lui s'adapter à son énorme potentiel. Certains verront en lui une menace, d'autres un possible élève, et d'autres encore un allié de choix. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de combats se feront sans lui, et je les préfère personnellement. Contrairement à lui, certains s'approchent du meilleur niveau possible. Bien évidemment, Kaiden, un régal pour les yeux à chaque apparition, mais on verra bien d'autres alliés solides. Par exemple, l'arc narratif de l'académie nous présente moult personnages, mais nous tease surtout des conflits entre adultes en conditions réelles. Une guerre de pouvoir se prépare et j'ai déjà misé sur mes combattants préférés. Merci pour la recommandation. Les Fleurs du Mal recommandées par Miku de Farnès 3533, Audrey Gaming et Neo Genesis Eva 01. J'ai été très curieux parce qu'il m'a toujours fait de l'œil, sans mauvais jeu de mots. Il revient pas mal dans les discussions et son image phare intrigue beaucoup. Pourtant, le tout début, les premiers tomes, j'ai détesté. Il y a des trucs où je souffle juste et je continue sans grande envie, mais ça allait plus loin que ça. Sans rire, il a fallu que j'aille sur internet pour voir si ça devenait meilleur plus loin, et je me suis forcé à lire jusqu'à la seconde partie du manga. Et maintenant, avec du recul, j'admire le choix de l'auteur, la beauté de son œuvre et du message derrière. L'histoire suit Takao, un collégien banal, Nanako, une fille populaire dont il est éperdument amoureux, et Sawa, une adolescente excentrique qui n'hésite pas à insulter son professeur en face de lui. Après les cours, en récupérant son livre, notre héros trouve un sac de gym oublié appartenant à Nanako. Dans un élan d'hormones incontrôlé, il commence à sortir les affaires et entend un bruit. Sans réfléchir, Takao prend peur et fuit chez lui, volant au passage les affaires de sport de sa camarade de classe. Le lendemain, non seulement on retrouve le sac vide, mais surtout, Sawa, une fille que personne ne comprend, lui révèle qu'elle sait ce qu'il a fait. À partir de là, tout déraille et arrive la partie qu'il faut surmonter. Pour ne pas trop spoiler, je vais passer sur mon ressenti. Avec un peu d'expérience, il est rare aujourd'hui qu'un manga crée de l'anxiété chez moi. Dans une fantasy ou un shonen, je peux facilement imaginer une solution à n'importe quelle situation catastrophique. C'est pour ça que ceux qui peuvent me traumatiser se basent sur la réalité, comme Boys Abyss, où aucune magie, aucun pouvoir ne peut te sauver quand tu en as besoin. À cause de Sawa, mais aussi à cause de ses propres choix, Takao va tomber dans une spirale infernale qui va la mener loin, très loin. Bien au-delà du point de non-retour pour un simple collégien. C'est quand on croit qu'on sort la tête de l'eau que l'histoire nous fait retomber 10 mètres plus profond. Comme le protagoniste, les événements nous étouffent et on a l'impression de se noyer face à une situation qui nous semble insurmontable. À chacun de ses choix, on sent l'étau se serrer autour du cou de Takao et jamais la pression ne se relâche. Petit à petit, il va perdre le soutien de ses amis, de sa famille, de Nanako, avant de se retrouver seul face aux conséquences de ses choix. Plusieurs fois, sa camarade de classe lui tendra la main avant qu'elle aussi se perde dans ses sentiments. Et alors qu'il s'apprête à franchir l'ultime porte, elle se ferme devant lui en le condamnant à une seule chose, vivre avec ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, toutes les décisions qu'il a prises et tout le tort qu'il a causé aux autres. Et alors, la première partie du manga se termine. Après 7 tomes à toucher le fond et creuser plus profond, Aku no Hana va nous montrer qu'à la fin, les choses peuvent toujours s'améliorer.
Évidemment, avec un regard d'adulte, on peut toujours minimiser les problèmes d'un adolescent. Imaginez bien pire que ce qu'on nous montre sur les pages. Sauf qu'il suffit d'un peu d'empathie pour comprendre qu'à cette période de la vie, on se construit énormément. Notre place dans la société, le regard des autres, l'impuissance de nos actes, beaucoup de questions nous submergent et il est facile de se perdre face à autant d'interrogations. Le manga aborde beaucoup de sujets et je serai incapable de vous expliquer la moitié des messages. Non seulement mon ressenti n'appartient qu'à moi, mais surtout je suis sûr que beaucoup seront bien plus sensibles que moi à certains passages. Mais ce que je peux vous dire, c'est que peu importe votre a priori du début, continuez à le lire jusqu'au bout. Plus le début vous dérangera, plus vous regretterez ces sentiments une fois finis. Il y a certaines choses que je n'aime pas dire tellement ça semble bateau et cliché, mais Aku no Hana, c'est un manga qu'on ne peut lire qu'une seule fois. Merci pour la recommandation. Will You Marry Me Again If I'm Reborn, recommandé par Sumako. Avec son titre et son début, celui-ci pourrait faire penser à un isekai puisqu'il commence littéralement par la fin, avec une certaine Kaoru au chevet de son mari Toranosuke. Puis, flashback, on se retrouve lorsque tout a commencé. Quelques dizaines d'années plus tôt, deux enfants se rencontrent au bord d'une berge, et pas dans un Japon moderne. À la place, ce moment de l'histoire doit se passer au début du XXe siècle, et ça se voit. Les habits de nos personnages, et surtout les circonstances de leur relation. Notre héros fait partie de la famille Ibuki, suffisamment aisée pour avoir de nombreux employés et serviteurs à leur service. Quant à Kaoru, il n'y a qu'à voir ce qu'elle porte pour comprendre qu'elle vient d'une famille pauvre, au point de devoir travailler pour aider. On comprend alors qu'après leur première discussion coupée court, il faudra ensuite une année entière pour que les deux protagonistes puissent se revoir enfin, lorsque la famille de Toranosuke décide d'engager notre héroïne en tant que serviteur. Puis on revient à une période bien plus proche de la nôtre avec un certain Gouda qui vient rendre visite à l'hôpital. Il arrive dans le script 2 ans après le mariage de notre duo en tant que beau jeune homme. Malheureusement, avant d'être un séducteur, Gouda est un écrivain, une profession que ses parents rejettent. 30, 40 ans plus tard, maintenant auteur à succès, il rend visite à notre malade dans une conversation qui ne change pas avec les années. On commence vraiment à comprendre où le manga veut aller lorsque l'on ouvre le tome 2 et qu'on fait la rencontre de la petite sœur de Kaoru. Inquiète pour son héroïne dans le passé, elle vient vérifier comment la famille Ibuki la traite. Elle découvre alors des cerisiers portant les noms de chaque personne ayant travaillé ici, avec un planté par Toyoshiki, un serviteur, qui porte le nom de Kaoru. Vous l'aurez deviné, Umarekawa Tenomata Watashi no Kekkon shite Kuromasu Kano nous fait pas vivre une histoire d'amour, il nous en raconte plusieurs. La famille Ibuki compte beaucoup de monde, et celle de Kaoru n'est pas en reste. Tous ces gens ne vont pas finir ensemble, mais chacun a quelque chose à raconter. On ne passe pas beaucoup de temps sur chaque personnage, juste assez pour s'attacher à eux, même s'il m'est arrivé de me perdre, pour pas vous mentir. La petite histoire que j'ai préférée et qui apporte beaucoup au manga, je trouve, c'est celle de Misao, du côté Marie. Elle va tomber amoureuse d'Isagi, un jardinier de la famille. Cliché de romance, bonjour, leurs débuts vont se baser sur des malentendus et sur Isagi qui la traite normalement malgré une blessure au visage. Mais leur plus gros obstacle à leur relation sera le même qu'avec beaucoup d'autres, la guerre. Si chaque élément de l'histoire nous transporte à une autre époque, le plus gros fragment du passé, et aussi le plus dur, c'est la mobilisation des jeunes hommes pour 39-45. Si l'on n'a plus besoin de raconter à quel point cela a marqué chaque camp, c'est nouveau que de voir les femmes assister au départ de leur amant vers un endroit dont ils ne reviendront peut-être pas. Et si j'ai bien aimé la romance de ce manga, j'ai vraiment accroché quand il traite de l'impact de la guerre. On y voit des pères qui auraient voulu prendre la place de leurs fils, des petits frères qui ne comprendront que des années plus tard ce qui est arrivé à leur aîné. Honnêtement, avec cette différence avec les tomes du début, je n'arrive pas à bien déterminer l'objectif de l'autrice. Comme je disais, on a quelques stéréotypes bien poncés dans des histoires un poil trop rapides. Je ne le mettrai définitivement pas dans mes favoris. Néanmoins, en écrivant cette partie avec du recul, je me rends compte à quel point j'ai aimé lire ce manga. Merci pour la recommandation. Maggie recommandé par The Serviette 95 et Maotoki 3 le 288. Alors là, je suis un peu embêté parce que je peux pas facilement vous expliquer pourquoi j'aime ce manga. Au début, je voulais vous raconter le premier arc où l'on suit Aladdin, notre protagoniste magicien, et son ami Alibaba qui vont explorer un labyrinthe. A l'instar de Danmachi et bien d'autres œuvres maintenant, les labyrinthes sont simplement des donjons sortis de nulle part et reliés à un tout autre monde. Sauf que Maggie a compris dès 2009 comment gérer ça. Il y a des faux chemins, des pièges, des énigmes et surtout un lore de fou derrière tout ça. Ça a l'air simple mais j'ai ressenti bien plus un sentiment de découverte et d'aventure que dans d'autres œuvres avec des donjons. En plus, on y fait la rencontre de Morgiane, une esclave très puissante avec un gros développement de personnages. Pour moi c'était plié, j'allais vous parler de ce début qui m'a convaincu en 2 tomes. Sauf que j'ai continué parce que j'adore ce manga, et au volume 4,
on découvre qu'Alibaba semble lié au royaume de Balbad. Ici, fini les joyeuses explorations, notre jeune protagoniste veut utiliser la puissance des labyrinthes pour renverser un régime tyrannique. Encore une fois, rien de bien impressionnant sur le papier, sauf que c'est super bien fait. On commence à découvrir des enjeux géopolitiques, avec des pays qui s'intéressent à la situation. On nous introduit des combats épiques avec les armes magiques, et surtout, on dirait pas avec cette esthétique, mais Maggie montre bien plus de gore et de violence que d'autres shonen. Quand la population civile se soulève enfin, les morts se comptent par dizaines sur les pages. Donc après ça, j'avais 3 fois plus d'arguments pour vous convaincre, je pouvais me mettre à l'écriture de la review. Mais non, parce qu'après avoir aperçu la situation mondiale et s'être attaché à nos héros, le trio se sépare. Aladdin veut découvrir le pays des magiciens, Morgiane part découvrir ses origines au continent obscur, et Alibaba doit devenir plus fort en tant que gladiateur de l'empire de Rem. Et là, je vous raconte les 15 premiers tomes sur les 37 qui vous attendent. Est-ce que vous comprenez ma peine de ne pas pouvoir parler de tout ce que j'aime dans ce titre? Surtout que les connaisseurs sauront à quel point je passe vite sur beaucoup de points. Honnêtement, avant tout, le scénario me passionne et je n'arrive pas à me stopper de lire. Les seuls gros défauts que je lui trouverai quand même, ce sont les antagonistes et la fin. Les méchants de l'histoire font vraiment trop méchants, sans de très bonnes raisons. Je trouve ça dommage puisque beaucoup de personnages servent d'adversaires de valeur, avec des convictions, des opinions et à qui on peut s'attacher. Par exemple, Alibaba va plus tard rencontrer un pays qu'on peut officiellement qualifier d'antagoniste à ce stade. Sauf que ces derniers suivent leur idée de paix mondiale, de comment arrêter les conflits à travers les mers. Notre héros lui-même ne sait pas comment contredire leur argument, loin d'être dénué de sens. Sauf que malheureusement, j'aime pas vraiment le fait que derrière tout ça, on a une organisation purement maléfique qui tire les ficelles partout. Surtout que les derniers volumes ne m'ont pas forcément hypé de ouf. Il n'empêche que tout le reste n'a presque rien à se reprocher. Je ne pourrai pas tout détailler, mais je finirai sur les combats. Tel un bon shonen, Maggie nous montre des combats épiques qui n'ont rien à envier à d'autres œuvres. On a des systèmes de pouvoir, des personnages clairement au-dessus, de la cohérence, bref, rien à redire. Je pense juste qu'on ne peut en profiter réellement que dans l'animé, rien que pour l'incroyable bande-son de la série. Je veux voir l'animation d'Aladin, notre jeune héros qui ne veut que le bien et la paix, mais qui se retrouve obligé de montrer une magie capable d'anéantir des armées. Trop bien, merci pour la recommandation. L'ère des surhommes recommandé par Kuro Emiren et Martin M7X. Je n'ai vraiment pas fait exprès, mais on a là encore une œuvre dans une société moderne avec des gens aux super pouvoirs. Et au moment où j'écris ce script, il faut que je rattrape la série Invincible et The Boys. Tu parles d'un thème récurrent. Ce que j'aime dans celui-ci et dans certains autres, c'est qu'il sait qu'il ne faut pas perdre de temps avec les clichés habituels. On comprend vite que le monde se fait attaquer par des monstres appelés Iin, et que notre seule chance s'appelle les surhommes. Notre protagoniste fait partie d'entre eux, mais le cache. Le jour, Kang Im va au lycée, et le soir, il prend un masque et une casquette blanche pour tabasser du monstre à main nue. Jusque là, rien de bien original, mais le webtoon le sait. Il ne perd pas 20 chapitres sur des persos inutiles ou 30 chapitres à créer du mystère sur l'ennemi. Dès le chapitre 4, on introduit un allié assez mystérieux, qui nous parle un peu de ce monde. Les concepts de Iin et de surhomme n'ont rien de nouveau. Les plus grandes puissances de ce monde ont déjà réuni, identifié et trouvé des équipes d'élus. Et justement, peu après, une crise touche les États-Unis. Une croisière avec 3000 passagers s'est faite attaquer en plein océan et les USA envoient alors un duo. Malheureusement, la mission ne sert pas à démontrer la force des nouveaux personnages, mais bien de la menace. Les monstres deviennent de plus en plus forts à chaque apparition, et les surhommes les plus faibles ne feront bientôt plus le poids. La mission de la croisière ne sert que de signe avant-coureur. À travers le monde, des Iin puissants et intelligents apparaissent et causent le chaos. Sauf que l'humanité ne reste pas les bras croisés et réagit. Aux États-Unis, en Russie, au Royaume-Uni et à plein d'autres endroits, des surhommes émergent et affrontent l'ennemi. Tout ce beau monde va se rencontrer, se battre côte à côte, mais surtout, ils vont converger vers la Corée, car dans ce pays se trouve un jeune lycéen dont le potentiel surpasse déjà tous les autres. Les surhommes le savent, et leur ennemi aussi, qui compte bien écraser cet obstacle dans l'œuf. Kang Im est bien notre protagoniste, mais l'histoire se porte surtout sur ses alliés du monde entier, qui doivent le rejoindre et le protéger pour survivre. Malheureusement, tout le monde ne partage pas cet avis, et plusieurs puissants personnages dans l'ombre ne prendront ni le parti des monstres, ni celui de l'humanité. Et ça, c'est la fin de la saison 1. Pour m'économiser, je n'ai pas attaqué la suite, mais je ne doute pas qu'elle va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Le script ne prend presque aucune pause et quasiment tous les chapitres apportent un truc nouveau. En vrai, je n'ai pas peur de comparer ce webtoon à One Punch Man, dans le concept en tout cas. Une menace apparaît, mais peu importe qui, car on s'intéresse davantage aux héros qui vont se battre. On se doute que le protagoniste sert d'élu mon cul, mais il ne monopolise pas l'attention. Et surtout, dans l'ère des surhommes, Kang Im risque de perdre s'il ne fait pas attention. Chaque victoire se fait sur le fil du rasoir et l'auteur n'a pas peur de créer des pertes dans notre camp. Je trouve les combats vraiment épiques même si je ne suis pas un expert en webtoon. Il faut juste avouer qu'il n'y a rien de très original dans les monstres affrontés par contre. Que ce soit leur apparence ou leur comportement, on dirait vraiment des stéréotypes de méchants. Sauf que je pense qu'à la saison 1, il ne faut clairement pas se concentrer sur ça. Non seulement c'est une critique qu'on peut faire dans One Punch Man, et surtout j'ai quand même été bien intrigué par la force cachée qui reste à affronter. Le camp ennemi n'a envoyé qu'une fraction de ses forces et la guerre totale nous attend encore. Enfin bref, un concept pas bien neuf mais des persos géniaux et surtout un rythme qui nous accroche tout du long. Quelques chapitres vous diront si cela est pour vous, merci pour la recommandation. Badux recommandé par Eusil JFM.
Malheureusement pour celui-ci, je n'ai pas trouvé beaucoup d'images pour illustrer, donc vous aurez ce que j'ai trouvé. Cette histoire en 4 volumes seulement révèle sa spécificité dès la première page. Cet homme, nommé Nguyen, fait un discours. L'époque où la mafia régnait par la violence est révolue. La taille de ses oreilles nous met la puce au nôtre, mais la prochaine case confirme nos doutes. Nous sommes dans une société avec pas que des humains. On suit Morgan, un homme qui a longtemps trimé en tant qu'orphelin. Sa situation s'est bien améliorée, malheureusement cela s'arrête aujourd'hui. Le mafieux du début vient lui réclamer de l'argent. 500 millions de dollars empruntés par ses parents. Il accepte de vendre des organes, mais même ça ne suffit pas. On lui remplace alors des parties du corps pour qu'il puisse travailler jusqu'à sa mort, avec quand même quelques effets secondaires. Il se fait remarquer par Lisa, une employée de la mafia qui le convainc pour une casse. À eux deux, ils volent une valise pleine de billets, oui, et aussi un bébé. On va donc suivre Lisa, Morgan et le bébé qui vont tenter d'échapper à l'emprise de Nguyen. Et c'est drôle parce que j'ai ressenti une vague de fraîcheur en le lisant alors que j'aurais du mal à le qualifier d'original ou quoi. L'histoire et les enjeux sont tous présentés dès le livre 1 et ça va pas changer du tout au tout en 4 tomes. Pourtant, je sais pas, suivre la fuite d'une travailleuse du sexe à la longue espérance de vie et d'un humain au corps mécanique, c'était super sympa à lire. Évidemment, tout d'abord, il faut s'éloigner de l'emprise de Nguyen, surtout qu'étrangement, il ne lésine pas sur les moyens pour les retrouver. Leurs aventures les mèneront à rester en cavale longtemps et finalement, le bébé va devenir un enfant. Dans le tome 3, c'est un véritable garçon que nos protagonistes doivent élever en tant que fugitif. C'est un trio très attachant que l'on suit et le charme des personnages ajoute beaucoup au titre. Je suis passé un peu vite, mais faut pas oublier que Morgan a perdu en un instant sa vie avec sa fiancée. Il a littéralement tout perdu sans pouvoir rien faire. Et les circonstances de Lisa ne sont pas en reste. Pourtant, malgré ça, ils vont tous deux vers l'avant en essayant de trouver du positif où ils peuvent. On aime suivre leur quotidien, alors qu'on le sait, tout pourrait retomber très vite. Heureusement, malgré beaucoup de tensions et de frayeur, Badux finira sur une note positive. Au vu des circonstances, difficile de croire en une bonne fin, mais on l'aura, et ce n'est pas pour me déplaire. Honnêtement, je pense que le charme de ce titre se base beaucoup sur la compatibilité. Il faut apprécier les personnages et les problèmes qui leur arrivent. Je n'arriverai pas à mentionner un point que l'œuvre fait particulièrement bien, mais le manga reste un mélange qui attire notre attention pour des raisons multiples. Moi je l'ai beaucoup aimé sans que ça en devienne un de mes préférés, d'autres n'accrocheront pas, mais il y a une chance que vous tombez amoureux de ce titre atypique qu'est Badux. Merci pour la recommandation. SSS Class Suicide Hunter, recommandé par tout ce beau monde. Alors celui-là, j'ai vu que vous étiez nombreux à l'aimer, et je peux comprendre pourquoi, même si je vous avoue que c'est plus vraiment ce type de titres qui me font vibrer. J'ai quand même lu une 60aine de chapitres, donc je pense pouvoir vous donner un avis pas complètement biaisé. SSS Class Suicide Hunter fait partie d'un véritable genre de manhwa qui se base sur l'escalade d'une tour. Une tour magique qui apparaît d'un coup et promet danger et récompense à ceux prêts à l'escalader. Et ça, ce concept, je l'adorais déjà dans SAO et je continue toujours de l'aimer. L'idée qu'à chaque étage, n'importe quelle épreuve ou créature peut nous attendre et que seuls les meilleurs atteindront le sommet. Je ne m'en laisserai jamais. Dans notre titre, on a bien ça, et pour pas déroger à la règle, on a aussi un héros un peu loser au début, jusqu'à qu'il obtienne un pouvoir bien spécifique. En passant rapidement, il va pouvoir copier une capacité de la personne qui le tue. Et justement, il rencontre l'aventurier numéro 1, qui en tant que méchant, l'assassine et lui donne donc un skill très puissant, retour dans le temps. À chaque mort, l'usager retourne 24 heures plus tôt avec toute sa mémoire et capacité. Bon, un début franchement cliché et peu intéressant à mon humble avis, avant que la suite ne me surprenne vraiment. Kim choisit une stratégie osée. Son pouvoir ne fait pas que le ramener à la vie, il le ramène 24 heures avant son décès. Et l'Empereur des Flammes, son assassin, s'est éveillé il y a 11 ans. Certes, Kim n'a aucune chance aujourd'hui contre lui, mais qu'en est-il contre lui d'il y a 4050 jours? Pour obtenir sa vengeance, notre héros décide d'utiliser son pouvoir des milliers de fois pour revenir dans le temps. Malgré un scénario très tiré par les cheveux, notre protagoniste obtient ce qu'il veut et dès le chapitre 5, l'auteur peut laisser cours à son imagination. Grâce à ses pouvoirs et ses connaissances du futur, il bat le boss du 10e étage, que j'aime beaucoup. Parce que c'est vraiment là que se trouve la force de ce type de manhwa. Si le tout début ne sort pas vraiment des chantiers battus, le scénario peut ensuite partir sur tout et n'importe quoi. Au 10e étage que personne n'a encore battu, le projecteur ne se bloque pas sur Kim, qui ne risque pas grand chose, mais sur le boss. Un ennemi dont on nous révèle les pouvoirs en même temps que le passé. Face à notre héros, il ne pouvait que perdre, pourtant l'auteur réussit à rendre ce challenge vraiment sympa à lire.
Après ça, Kim devient vite un des plus forts, il se fait vite remarquer par les plus grandes kills de l'époque et tous ensemble ils s'attaquent à l'escalade de la tour. Malgré mes a priori, ce man-roi part toujours vers une direction intéressante. Même immortel, Kim ne peut pas tout faire et son pouvoir va lui permettre de se sortir des situations de manière très intelligente. La tour ne propose pas juste un boss par étage, chacun proposera un challenge unique. J'aime particulièrement la révélation des chapitres 50-60. On mêle tout ça avec un dessin qui claque, des personnages vraiment beaux et on comprend alors pourquoi ce man-roi en a séduit plus d'un. Je regrette ne pas avoir suffisamment l'habitude de ce genre pour en avoir profité au maximum, mais en tout cas, merci pour la recommandation. Et voilà pour cette vidéo, vous connaissez la chanson, mettez ce que vous aimez en commentaire, autant que vos impressions sur le format actuel. Et je vous dis à la prochaine.